BDphiles et BDastes, bienvenue dans ma bibliothèque et dans ce deuxième épisode d'Ocase par Case, émission consacrée à l'analyse de planches et séquences de bande dessinée. Au milieu des années 80, John Byrne est au sommet de sa gloire pour ses travaux sur X-Men, Fantastic Four et Alpha Flight. Pour X-Men, qu'il a dessiné et coécrit avec Chris Claremont, c'est bien simple, c'est la période qui a le plus contribué à la popularité de la série. Pour Fantastic Four, c'est encore plus simple, son run est considéré comme la deuxième meilleure période de la série, juste après celui de Stan Lee et Jack Kirby, excusez du peu. Quant à Alpha Flight, c'est un peu un cas particulier. Ce sont des personnages qu'il a créés, qui opèrent dans un pays où il a vécu et qu'il connaît donc bien, le Canada, dont la série est très populaire, mais qu'il déteste. Aussi, il profitera d'un crossover avec Hulk pour échanger sa place avec l'équipe créative de cette autre série. Alpha Flight est donc reprise par Bill Mantlo et Mike Mignola, le futur créateur d'Hellboy, qui, comme vous le voyez, cherchait encore un peu son style à l'époque, tandis que Byrne reprend Hulk à partir du numéro 314 de décembre 85, pour quitter la série au 319 après seulement 6 numéros. Pourquoi un départ aussi rapide ? Eh bien, en cause, il y avait un épisode où Byrne avait voulu se livrer à un exercice de style consistant à raconter une histoire complète en n'utilisant qu'une seule case par planche. Alors bien sûr, depuis les années 90 et les débuts d'Image Comics, mettre un minimum de cases par page, voire double page, voire même quadruple page, est un peu rentré dans les mœurs. Mais en 86, c'est encore un peu trop rebelle. Du coup, l'éditeur refuse l'épisode, Byrne n'est pas content et quitte la série, puis Marvel, pour aller à la distinguée concurrence, revisiter les origines et le background de Superman, pour là encore donner l'une des meilleures périodes du personnage. Excepté évidemment les 2 épisodes où il est hypnotisé pour tourner dans un film porno. Je déconne pas, ça a vraiment été fait. Pour en revenir au fameux épisode refusé de Hulk, il sera finalement publié dans le numéro 29 de Marvel Fanfare en novembre 1986. Et il a été récemment réédité dans le volume 13 de Captain America Epic Collection, et vous vous demandez probablement ce qu'une histoire de Hulk vient faire dans un livre consacré à Captain America. Rassurez-vous, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons nous livrer à une étude au case par case. D'entrée de jeu, la première case / page pose le contexte de l'histoire, en nous montrant un vieil Indien assis au milieu du désert, en train de fumer tranquillement et semblant attendre quelque chose ou quelqu'un. Face à lui, une structure en pierre couverte de dessins rituels, d'où s'échappe une légère fumée et dont on devine qu'elle va jouer un rôle dans le reste de l'histoire. Case 2. La caméra s'éloigne pour nous montrer l'arrivée fracassante du personnage titre, Hulk, aussi imposant que menaçant avec sa grimace de rage et son poing fermé, occupant la quasi-totalité de l'image, là où le vieillard et la mystérieuse structure paraissent minuscules par comparaison, telle une fourmi que le colosse pourrait écraser d'un simple geste. Case 3. Le vieillard est toujours tranquillement assis, faisant des ronds de fumée, semblant totalement se désintéresser du géant vert, qui se tient devant lui, continuant d'envahir l'espace étroit de cette case qui occupe pourtant une page entière, et continuant d'afficher une mine agressive, n'augurant rien de bon pour le chétif vieillard. Case 4. Alors que le vieillard continue de fumer tranquillement, Hulk, semblant pousser un rugissement de rage, lève un poing menaçant, prêt à l'écraser. La sensation de menace imminente et inéluctable étant renforcée par un gros plan et une vue en contre-plongée qui fait paraître Hulk comme une masse verte envahissant toute la case et prête à s'abattre sur sa malheureuse victime. Case 5, le vieillard se tourne enfin vers Hulk et, toujours aussi calme, prononce un mot, un seul, ami. Un mot qui a d'autant plus d'impact que c'est la première réplique prononcée depuis le début de l'histoire. Et afin de renforcer cet impact, Byrne a eu l'excellente idée de n'utiliser aucune narration dans cette case, contrairement aux précédentes. Même en ne voyant que cette case, « ami » est un mot qui brise véritablement le silence. Et par bien des aspects, cette case est en opposition avec la précédente. La contre-plongée cède la place à une plongée, le vieillard n'est plus en gros plan, mais vu en entier, ce qui, combiné au fait qu'il ne semble plus positionné sous Hulk, donne la sensation qu'il s'est symboliquement éloigné de la menace représentée par le colosse.
Quant à Hulk, dont la position est exactement la même, il a beau toujours être une masse de muscles et de violence incapable de tenir dans une case, il occupe désormais une surface à peu près égale par rapport à celui occupé par le vieillard et son environnement. Hulk recouvre cependant partiellement le corps du vieillard, ce qui est une astuce de dessinateur utilisée pour bien différencier les personnages à l'avant-plan et au second plan. Parce que même si ça semble évident que le vieillard est assis par terre, sans cette astuce visuelle, rien ne nous dirait qu'il n'est pas en réalité en train de léviter au-dessus de Hulk. Ah bah, on est dans l'univers Marvel, ça reste dans le domaine du possible, hein. Case 6. Le vieillard est maintenant debout et se tient face à Hulk. Hulk n'a toujours pas bougé, et le fait qu'il garde la même position depuis 3 cases nous montre bien son hésitation, d'autant plus que son expression, même si elle reste agressive, semble moins rageuse et plus hésitante. De plus, il n'y a ici plus aucun artifice de plongée ou de contre-plongée. Et ce choix de cadrage, combiné au fait que Hulk occupe beaucoup moins d'espace que dans les 2 cases précédentes, nous fait comprendre qu'il commence à se calmer. Case 7. Les 2 personnages se font face, et Hulk, même s'il semble toujours agressif, commence à baisser doucement son poing, tandis que le vieillard fait un geste d'apaisement en sa direction. Cette fois, les 2 personnages sont cadrés en pied et de profil, même si Hulk continue d'être beaucoup plus grand que le vieillard, les 2 personnages sont désormais sur un pied d'égalité, et surtout, pour la première fois depuis le début de cette histoire, Hulk tient entièrement dans la case. Il ne déborde plus. Il est désormais suffisamment calme pour tenir dans une seule case. Case 8. Obéissant à l'injonction du vieillard, Hulk commence à s'asseoir au sol avec une expression définitivement apaisée. Pour la première fois, Hulk paraît moins haut que le vieillard, Hulk est définitivement calmé, et le rapport de force entre les deux s'est définitivement inversé. Case 9. Hulk, assis en tailleur, tranquille, observe le vieillard, jetant de mystérieux ingrédients dans la structure que nous avions vue au début, tandis que la fumée qui s'en échappe devient plus épaisse. Et vous noterez que Hulk a encore diminué de taille par rapport au vieillard. Cette case me permet également d'aborder la sacro-sainte règle des 180 degrés. C'est une règle très simple héritée du cinéma. Lorsque vous devez filmer une scène avec 2 personnages ou plus, et que vous voulez utiliser plusieurs angles de vue, la caméra ne devra jamais dépasser une ligne imaginaire représentant 180 degrés. Pour faire simple, le personnage situé à droite restera à droite, tandis que le personnage de gauche restera à gauche. Et durant tout le récit, Byrne a respecté cette règle en représentant systématiquement l'Indien à gauche et Hulk à droite de l'image. Sauf bien sûr quand ils sont face à face, évidemment. Ici, cependant, le vieillard se trouve à droite, parce qu'il s'est déplacé par rapport à Hulk. Et comme le visage de Hulk est légèrement tourné vers l'Indien par rapport au reste de son corps, on devine que sa tête a suivi le déplacement du vieillard, qui est donc implicite pour le lecteur, qui n'est donc pas choqué de le voir d'un seul coup à droite. Bien sûr, même si c'est une règle d'or, certains peuvent s'amuser à la transgresser. Par exemple, dans cette histoire de Thor signée Walter Simonson, on a un strip dont les 3 premières cases représentent un travelling avant sur 2 personnages, durant lequel Megatak reste à gauche et le clochard à droite, et à la case suivante, contre-champ et non-respect de la règle des 180 degrés, pour revenir aussitôt après au point de vue précédent et à la même position relative des 2 personnages. Avec ce contre-champ soudain et le non-respect de la règle des 180 degrés, Simonson va doublement à l'encontre des attentes de ses lecteurs, renforçant ainsi le caractère surprenant et inattendu de ce coup de feu. Case 10. Alors que l'Indien n'est plus visible, sans doute parce qu'il est parti faire ou chercher quelque chose, la fumée qui s'échappe de la structure se rapproche de Hulk, toujours calme et assis en tailleur. Case 11. L'Indien est revenu, tenant à la main un mystérieux appareil dont la sophistication contraste avec le côté sorcier indien du personnage, nous amenant à soupçonner qu'il n'est probablement pas ce qu'il semble être. Hulk ne remarque rien, son attention étant dirigée vers la fumée qui enveloppe à présent sa tête. Page 12, gros plan sur Hulk, la fumée pénétrant dans ses narines et provoquant des hallucinations représentées par des visages de ses nombreux amis et ennemis. L'un n'empêchant pas l'autre étant donné le caractère de Hulk. Et au passage, vous pourrez désormais briller en société en disant qu'il existe un épisode de Hulk où il se shoot aux fumées hallucinogènes avec l'aide d'un vieux sorcier indien. Case 13. Le vieillard a de nouveau disparu. Bon, c'était déjà le cas dans la case précédente, mais comme c'était un gros plan sur Hulk, on n'y avait pas trop prêté attention. Hulk est de dos, toujours sous l'emprise des fumées émanant de la structure, et il ne remarque pas 2 personnes qui s'approchent de lui.
Byrne utilise ici ce qu'on appelle une synecdoque, c'est-à-dire qu'il représente un personnage non dans sa totalité, mais uniquement en partie. En l'occurrence, tout ce que nous voyons d'eux pour le moment, c'est leurs bras, portant chacun un étrange bracelet duquel part un câble. Du coup, un lecteur familier d'univers Marvel en général et de Hulk en particulier n'aura aucun mal à deviner de qui il s'agit. Et pour les autres, ce mystérieux appareil fixé à leur poignet est assez intrigant et suffit à capter leur attention, tandis que leurs poings fermés indiquent que leurs intentions sont clairement hostiles. Ce qui est confirmé par la case 14, où ils enroulent leur câble autour de la gorge de Hulk, projetant brusquement sa tête en arrière, l'éloignant de la fumée et de leur effet hallucinogène, pour le ramener brutalement à la réalité, son visage exprimant alors un mélange de surprise, de douleur et de colère. Case 15, le lecteur familier d'univers Marvel a la confirmation de l'identité des deux agresseurs, Hammer et Anvil, marteau et enclume en français, qui tentent d'étrangler Hulk à l'aide du câble crépitant d'énergie qui relie leurs deux bracelets. Hulk est à terre, grimaçant de rage et de douleur, se débattant pour tenter de se relever et pour agripper le câble. Vous noterez au passage que la structure et la fumée qui s'en échappe a disparu et n'apparaîtra plus dans le reste de l'histoire, Hulk n'étant désormais plus soumis à son influence. Et à la case 16, il se redresse brusquement, projetant Anvil dans les airs. Case 17, les deux agresseurs sont au sol, en train de se relever, tandis que Hulk est désormais debout, redevenu une gigantesque masse de colère grimaçante, incapable de tenir dans une seule case. De plus, il est placé à droite de l'image, ce qui, combiné au fait que, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, dans l'esprit d'un lecteur, un personnage se déplace de préférence de la gauche vers la droite, fait que Hulk semble bloquer toute fuite possible à ces deux personnages, désormais minuscules face à la menace qu'ils représentent pour eux. Et comme pour tout à l'heure, Hulk recouvre partiellement ses deux adversaires, à la fois pour bien distinguer l'arrière-plan de l'avant-plan, et c'est aussi une manière de symboliser que ses adversaires sont littéralement à portée de main du colosse. Case 18, contre-champ et la caméra s'éloigne d'eux, tandis qu'à l'avant-plan apparaît une arme sophistiquée, tirant une balle explosive dans la tête de Hammer. Au passage, vous remarquerez qu'ici, Byrne a transgressé la règle des 180 degrés que j'avais expliqué tout à l'heure. Ce qui peut s'excuser en partie du fait que comme c'est une scène d'action, les personnages sont plus ou moins en mouvement, et on s'attend donc à ce que leurs positions respectives changent d'une case à l'autre. De plus, cette disposition des personnages était nécessaire pour que l'enchaînement des événements corresponde au sens de lecture de la gauche vers la droite. Commençant avec le tir de pistolet, pour enchaîner sur la balle explosive atteignant la tête de Hammer, puis la surprise de Anvil réagissant à ce brusque retournement de situation, avec en prime une disposition en triangle. Et les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le crépitement d'énergie du câble reliant les deux personnages disparaît du côté de Hammer, indiquant implicitement son décès. Hulk est bien sûr toujours présent sur cette case, se dressant comme un colosse agressif et menaçant, mais beaucoup plus petit que sur la case précédente, car la menace qu'il représentait jusqu'alors est éclipsée par celle représentée par l'arme qui abat Hammer. En fait, sur cette case, Hulk n'est presque plus qu'un élément du décor. Il est d'ailleurs totalement absent de la case 19, qui se concentre sur Anvil serrant le corps sans vie de Hammer, une expression de terreur et de désarroi sur le visage, tandis que le décor autour de lui n'est plus réduit qu'au strict minimum, car plus rien de ce qui l'entoure n'existe plus pour lui. Ni le décor, ni Hulk, pas même la bordure de la case. Plus rien d'autre n'existe pour lui, à part la mort de Hammer, et son sentiment de désespoir, causé à la fois par la mort de son partenaire et par la réalisation que l'appareil qui les relie et leur donne leur pouvoir fait que sa mort signifie également la sienne. Et effectivement, case 20, Anvil meurt à son tour, la caméra s'éloignant de lui et Hammer devenue minuscule pour Hulk qui se désintéresse totalement d'eux, Hulk qui cherche à rejoindre l'auteur du coup de feu, qui s'est déplacé vers la droite derrière la structure rocheuse qui était visible 2 cases plus tôt, comme l'indique la phrase « Justice est servie ». Case 21, contre-champ, et comme naturellement le regard du lecteur est instinctivement dirigé vers ce qui se trouve en haut à gauche de l'image, il voit successivement une trace de pneu indiquant que l'auteur du coup de feu s'est enfui à bord d'un véhicule quelconque, mais probablement pas depuis très longtemps puisqu'il était encore à portée de voix dans la case précédente. Puis, partant de cette trace de pneu, les vêtements du vieil indien qui forment une piste menant au masque qu'il portait. Le tout, combiné à d'autres éléments du décor, formant une sorte de cadre autour de Hulk. D'ailleurs, personnellement, sur ce dessin, j'aurais plutôt placé le masque à la place du pantalon, parce que là, on a plutôt l'impression que c'est le pantalon que Hulk regarde, alors que c'est le masque qu'il ramasse à la case suivante. Car oui,
Case 22, gros plan sur Hulk perplexe qui ramasse le masque de celui qu'il avait commencé à considérer comme son ami. Lu et approuvé. Alors un peu de contextualisation s'impose. Le mystérieux vieillard était en réalité Scourge of the Underworld, le fléau de la pègre, un justicier extrémiste qui sévissait à l'époque, et qui permettait aux auteurs de faire le ménage en se débarrassant de super-vilains de 7ème zone, voire même 374e zone pour certains. De mai 85 à mai 86, Scourge allait faire des apparitions dans les différents comics Marvel, abattant divers super-vilains sous autant de déguisements, en prononçant à chaque fois sa phrase fétiche « Justice est servie ». Comme Scourge était un maître du déguisement et n'avait pas de série fixe, il était impossible de prévoir où et quand il allait intervenir. Et ça permettait à certains auteurs de tromper les attentes de leurs lecteurs. Par exemple, dans Amazing Spider-Man 276, BAM! La mouche s'est évadée de l'asile où il était retenu prisonnier, et il veut se venger de Spider-Man. Oh putain, ça va sûrement être son adversaire dans l'épisode suivant, et on va peut-être même faire tout un arc avec lui, et à peine quelques pages plus tard... Tiens, c'est curieux, pour tuer une mouche humaine, j'aurais plutôt cru qu'il allait utiliser une arme un peu plus appropriée, comme une tapette géante par exemple. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire de police. Et donc, après avoir hanté l'univers Marvel pendant un an, l'intrigue de Scourge allait finalement être conclue dans Captain America 318 à 320, à l'issue duquel il était finalement démasqué, avant d'être abattu, laissant Cap se demander s'il avait été tué par un complice voulant l'empêcher de le dénoncer, ou bien si plusieurs personnes se partageaient l'identité de Scourge. Et effectivement, d'autres personnes utiliseront cette identité par la suite, mais n'anticipons pas. Ces épisodes de Captain America furent donc compilés dans le volume 13 de Captain America Epic Collection, avec les autres apparitions de Scourge, que ce soit dans des épisodes entiers ou juste les extraits où il apparaissait. Parmi lesquels donc Marvel Fanfare 29, où John Byrne réussit brillamment l'exercice de style qu'il s'est imposé, avec une histoire dont la partie la plus intéressante est la façon dont il représente l'évolution de la colère et de la menace représentée par Hulk, par des choix judicieux de cadrage et d'angle de vue, par des jeux de perspective pouvant le faire paraître gigantesque ou insignifiant par rapport à d'autres personnages, et surtout en le représentant le plus souvent tellement gigantesque qu'il est impossible de le faire tenir dans une seule case, même quand celle-ci occupe une page entière. Cette analyse est à présent terminée, merci de l'avoir suivi, et n'hésitez pas à consulter mes autres travaux sur Cet Otaku Sataka, Artiste Asperger, Casse Critique ou Tokuona, ou à soutenir financièrement mes travaux par des dons sur ma page Tipeee. À une prochaine planche.